Bien. Madame la rectrice, Monsieur le Président de l'Institut du Tout-Monde, Madame la directrice, Madame Sylvie Glissant, chers collègues, chers amis, je voudrais d'abord excuser Monsieur Vitrani qui nous reçoit comme chaque année dans cette superbe maison qui est devenue notre maison à tous une fois par an, ce dont nous nous réjouissons. Il est retenu à l'Élysée pour des raisons ayant trait à l'Amérique latine, comme vous le savez, et donc nous rejoindra sans doute plus tard, mais il ne peut pas ouvrir cette cérémonie comme il le fait d'ordinaire, et je pense qu'il m'a chargé de l'excuser auprès de vous. J'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui la 12e cérémonie du prix Édouard Glissant, un prix qui a été créé au printemps 2002 par l'Université Paris 8, en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde et la Maison de l'Amérique latine, un prix qui n'a depuis cessé d'évoluer. Il compte cette année de nouveaux partenaires, tels la région Martinique, que je tiens à remercier vivement d'avoir accepté de se joindre à nous dans ce qui est une belle aventure que nous nous plaisons à entretenir. Grâce à ces nouveaux partenaires, mais aussi grâce au soutien inlassable de Sylvie Glissant, le lauréat du prix se verra offrir la possibilité de séjourner en résidence de création dans la maison d'Édouard Glissant en Martinique. Cette cérémonie est aussi l'occasion de remettre une bourse d'études d'un montant de 5 000 € à un doctorant sélectionné sur appel à candidature, et donc, comme chaque année, le sujet de recherche porte sur le thème de la diversité culturelle, du partage des savoirs, de la pluralité des expériences de pensée dans l'esprit de l'œuvre d'Édouard Glissant. Nous aurons cette année le plaisir de remettre la bourse à Kelvan Tavadadje, Amini, pour son projet de thèse sur la musique populaire noire, des discours contre-hégémoniques et des représentations de soi. Et je crois que nous l'avions déjà dit l'an dernier, mais il est intéressant de voir comment la musique a d'abord fait une entrée discrète dans ce prix, et aujourd'hui, sous la forme d'une approche de sciences politiques de la musique, et bien évidemment sous l'approche de la musique, elle se taille, si je puis me permettre, la part du lion, et je crois que c'est très intéressant de voir comment d'autres disciplines de plus en plus sont entrées dans notre réflexion commune sur ces prolongements de l'œuvre d'Édouard Glissant. Vous le savez, cette année, cette cérémonie s'inscrit dans une temporalité particulière, puisqu'elle s'insère dans le calendrier de la semaine des poètes des Caraïbes, mais également la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes au Sénat, ce qui nous vaut un certain nombre d'absences pour le moment, d'amis qui nous rejoindront sans doute chemin faisant, et en particulier dans la soirée de ce soir. Pour toutes ces raisons, je suis très heureuse de remettre le prix Édouard Glissant à Juan Tata Cedrón, musicien fondateur du Quarteto Cedrón, qui a su mettre en musique les poètes argentins contemporains, ainsi que les poètes venus d'autres horizons. Et j'ai cru comprendre que ce que vous avez commencé à nous interpréter, que vous allez nous interpréter plus tard, est un poème d'Édouard Glissant que vous avez pour nous ce soir mis en musique. Et je crois que je peux d'ores et déjà vous en remercier au nom de tous, sur des rythmes de tango, de milonga et de valse. Son œuvre nourrie enracinée dans la culture argentine, s'est nourrie de rencontres, de mélanges avec d'autres cultures, notamment en France, où Juan Cedrón a séjourné 30 ans. Et si je puis me permettre quelques souvenirs personnels, je crois que pour tous ceux de ma génération, c'est une musique et ce sont des interprètes qui ont bercé nos luttes, bercé nos rêves, et pour des raisons également personnelles, je tiens à vous remercier de votre présence qui, pour beaucoup d'entre nous, a vraiment beaucoup signifié dans des combats qui étaient les nôtres. Si les rencontres entre les cultures ont contribué à nourrir son œuvre, l'œuvre d'Édouard Glissant, pardonnez-moi, elles ont également participé à la définition de l'identité de l'Université Paris 8. Cette université, beaucoup d'entre vous le savent ici,
s'inscrit dans une tradition d'accueil, d'ouverture à la diversité, mais également dans une réalité contemporaine dans laquelle la dimension internationale prend une ampleur exceptionnelle. Et dans ce contexte de globalisation croissante, mais également de repli identitaire, hélas, nous en avons vu des signes malheureusement inquiétants ces jours derniers, Paris 8 souhaite conserver plus que jamais une place prépondérante pour favoriser l'accompagnement, la valorisation de la diversité culturelle, ou devrais-je dire des diversités culturelles. Je crois que les temps difficiles auxquels nous sommes confrontés rendent plus forte encore les missions de Paris 8 avec l'originalité qui est la sienne. Les relations entre Paris 8 et l'Amérique latine sont anciennes, elles continuent de s'enrichir, tant dans le domaine des coopérations scientifiques que des accueils des étudiants ou des co-tutelles de thèse, ce dispositif qui permet à des étudiants, à des doctorants, d'obtenir un double diplôme de docteur dans les deux pays concernés. Paris 8 compte aujourd'hui plus de 29 accords de coopération avec des pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, dont 11 uniquement avec l'Argentine, et elle accueille plus de 900 étudiants latino-américains. À l'heure où les universités, dans une perspective de visibilité internationale, s'engagent dans des logiques de recomposition du paysage de l'enseignement supérieur à travers des processus de regroupement, de coopération, cette logique nous conduit tout à la fois à nous rapprocher d'autres universités et établissements pour créer avec elles, pour donner plus de force avec elles à une culture commune fondée sur des valeurs qui sont des valeurs partagées, avec leur part d'inconnu, mais c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, jusqu'à parler, peut-être, oserais-je, de créolisation des universités, pourquoi ne pas en faire un objectif, une logique qui nous interroge sur ce qui doit constituer, hier comme aujourd'hui, l'identité de notre université. Favoriser toutes les formes d'émancipation à travers la création et la connaissance sont autant d'objectifs qui trouvent leur fondement dans la mise en perspective des valeurs constitutives de l'identité de Paris 8, dans ce contexte singulièrement transformé par la mondialisation croissante de l'enseignement et de la recherche, les bouleversements du territoire, la révolution numérique, avec tous les dangers qu'elle recèle, sans doute, mais également toutes les potentialités qu'elle peut ouvrir. Il dépend de nous d'en faire un usage qui soit un usage responsable et créateur. La rencontre de ces diversités, la découverte des cultures sont autant d'atouts qui feront de nos étudiants les citoyens de demain, des citoyens qui ne seront pas tentés par ce repli identitaire qui nous guette en période de crise, parce que la reconnaissance de l'altérité aura été au cœur de leur construction. La remise du prix Édouard Glissant est un moment convivial, puisqu'à l'issue de la cérémonie, un cocktail vous sera proposé, suivi d'une soirée poétique et musicale, à laquelle nous aurons le plaisir d'écouter la lecture de poèmes, mais également l'interprétation musicale de Kelvan Dadadje Amini, lauréat de la Bourse, ainsi que celle de Anis Farji, lauréat de la Bourse en 2013. Je souhaite vivement, une nouvelle fois, remercier Madame Gendron Massalou et l'ensemble des membres du comité scientifique qui nous permet chaque année de décerner le prix Édouard Glissant. Je souhaite également remercier les services de l'université, et notamment Marion, Marianique, Timothée, et l'ensemble du service communication pour avoir, comme à l'ordinaire, parfaitement organisé cette cérémonie. Et j'ajoute à mes remerciements la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme qui s'est associée au prix en payant l'un des billets d'avion qui nous permet d'organiser cette cérémonie comme il se doit. Et donc, j'ai le plaisir de vous remettre votre diplôme. Bien, je ne ferai pas un discours. Je m'occuperai uniquement de, peut-être avec mon accent aussi, de donner une touche hispanique à la séance.
Et je me borne à... Bon, je m'appelle Mario Barrajover et je suis un peu aussi, en tant que vice-président de la recherche de l'université, un peu le déroulement de tout le processus qui nous amène à cette séance d'aujourd'hui. Et je veux juste donc vous annoncer quel est le déroulement de cette séance et donner la parole lorsque le moment sera venu aux participants. D'après comme le veut la coutume, donc les lauréats doctorants sera présenté par son directeur de recherche, donc le professeur Bertrand Guillarme, ici présent, aura quelques minutes pour nous présenter de son point de vue comment il voit par rapport à cette séance la contribution scientifique de ce qu'on peut dire pour l'instant son doctorant. Ensuite, la parole sera donnée un peu plus longuement à M. Keivan Javadzadeh Amini, qui nous présentera donc aussi par rapport peut-être à l'occasion du contenu de sa thèse. Et cela fait, le professeur Patrice Vermeren va faire une présentation pour laquelle il a toute liberté d'adopter le point de vue qui lui semblerait le plus intéressant du lauréat, de M. Juan Tata Cedrón, et je prononce à l'Argentine. Bien. Mais Tata, c'est pas mal. Tata. Et voilà, donc je me borne à vous annoncer dans ce déroulement. Et pour en finir, como puede ser que haya bastantes hispanoparlantes en la sala, y quizá bastantes argentinos, me permito en lo que ellos llamarían gallego, saludarles y desearles la bienvenida y agradecerles su participación a la séance. Bien, voilà, je reprends mon français. Alors, je vais donner la parole à... excusez-moi, je n'ai pas annoncé, mais bon, excusez-moi, oui. Et peut-être il faudrait que j'annonce au rappel le déroulement par rapport à ce qu'a annoncé Madame la Présidente. Donc, suite à l'intervention de M. Juan Tata Cedrón, qui va nous faire l'honneur de jouer 3 morceaux, dont un est composé pour l'occasion. Et ensuite, il y aura un cocktail et il y aura une soirée musicale et une soirée poétique, déjà annoncée par Madame la Présidente. Juste, je voudrais signaler le fait qu'une idée qui nous est venue et qui me semble intéressante, c'est que dans cette soirée, il y aura la participation de lauréat même, qui est musicien lui-même, ainsi que le lauréat précédent, M. Anis Farigi, et ensuite la lecture, ou en alternance la lecture des textes poétiques et tout ce qui a été déjà dit. Voilà, c'est tout. Donc je donne la parole à mon collègue, le professeur Bertrand Guillarme. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais commencer par dire que je suis particulièrement heureux et ému d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'attribution à Keivan Javadzadeh Amini du prix Édouard Glissant. Je connais Keivan depuis quelques années maintenant, depuis 2008, alors qu'il était étudiant en sciences politiques à Paris 8 et où il se faisait déjà remarquer comme l'un des étudiants les plus prometteurs de sa classe. Après un mémoire que j'ai eu le plaisir de diriger, un mémoire de master que j'ai eu le plaisir de diriger en 2011, qui s'intitulait A Blues Her Story, Keivan s'inscrit en doctorat de sciences politiques sous la codirection de ma collègue Elsa Dorlin et de moi-même, et entreprend une recherche doctorale sur les représentations de soi construites par les artistes noirs dans la musique populaire de blues et de rap aux États-Unis depuis les années 1920. Keivan cherche en particulier à analyser la généalogie des normes à l'articulation de la race, du genre
et de la sexualité, qui sont construites par ces artistes, avec comme hypothèse centrale l'idée que ces normes constituent une dimension de la résistance de ces artistes aux normes dominantes de la féminité racisée telles qu'elles sont convoyées par les industries culturelles dans lesquelles ces femmes doivent construire leur parcours. Le travail de Kevan s'appuie sur une connaissance particulièrement fine du corpus musical, mais aussi sur les outils forgés par les théoriciennes du Black Feminism. Je pense à Angela Davis, à Patricia Hill Collins ou encore à Tricia Rose, avec laquelle Kevan a récemment collaboré à Brown University, comme sur des perspectives plus classiques de sciences sociales. Je pense à Goffman ici, ou de philosophie, je pense à Gramsci, qui a une importance dans le travail de Kevan. Ce qui conduit Kevan à construire très patiemment une recherche originale, mettant en dialogue la théorie politique contemporaine avec les courants les plus novateurs des cultural studies, notamment dans leur dimension postcoloniale. Au milieu de sa troisième année de thèse, Kevan a déjà rédigé un certain nombre de chapitres de sa thèse, il a co-organisé de nombreux colloques et ateliers, il a développé une activité de publication très, très conséquente, il participe de manière active à la communauté de recherche internationale en études postcoloniales, qui reconnaît d'ores et déjà ses qualités. Sa dernière réalisation est la coordination du numéro original de la revue Comment s'en sortir ? J'imagine que ces jours-ci, nous aimerions tous avoir une réponse à cette question et que donc la revue va avoir un succès considérable. Le numéro est intitulé « Du côté obscur, les féminismes noirs ». Et donc pour conclure, je voudrais simplement redire que la réception de la bourse Édouard Glissant vient aujourd'hui, à mon sens, couronner le développement d'un parcours universitaire assez exemplaire, entièrement poursuivi à Paris 8 et orienté depuis son origine par l'énergie et la passion de comprendre les dynamiques complexes des métissages. Voilà, merci. Bon, merci Bertrand. Donc, je donne la parole au lauréat, qu'on écoutera avec plaisir. Bonsoir et merci à tous et à toutes d'être présents. Je voudrais commencer peut-être par remercier Bertrand Guillaume pour cette présentation très avantageuse qu'il a faite de moi. Il y a finalement assez peu d'occasions de témoigner. J'ai relativement peu l'occasion de témoigner de ma gratitude à mon directeur et à ma directrice de thèse, donc je profite de l'occasion pour le faire ce soir. Merci beaucoup. J'aimerais également remercier le jury de la bourse Édouard Glissant pour m'avoir décerné cette bourse. Merci également à l'Université Paris 8 et à sa présidente. Je pense qu'il y a relativement peu d'universités dans lesquelles je pourrais poursuivre une recherche comme celle que je fais, en tout cas dans des conditions qui sont les miennes actuellement, financées. Merci également à mon autre directrice de thèse, Elsa Dorlin, même si elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Merci à Tricia Rose, comme Bertrand Guillaume l'a dit, qui m'a dirigé lorsque j'étais à Brown University. Voilà, il y aurait sans doute encore beaucoup d'autres personnes à remercier. J'espère qu'elles m'excuseront. Je suis un petit peu stressé. Je pense que ça jouera un petit peu en ma faveur. Ça fait donc maintenant 3 ans, en tout cas, j'arrive au terme de ma 3e année de doctorat. Donc 3 ans que je suis entré en thèse pour préparer une thèse de théorie politique qui se donne, comme Bertrand Guillaume l'a dit, pour ambition d'explorer une généalogie de la constitution des normes de genre, de race et de sexualité dans la musique populaire africaine-américaine, depuis le blues des années 20 jusqu'au développement du rap contemporain. J'ai donc un terrain qui est exclusivement américain, ce qui peut se justifier à la fois par mon amour pour la musique populaire américaine, notamment pour le blues, la folk, la country et le rap, mais il y avait aussi, je pense, une justification scientifique, universitaire. Comme Bertrand l'a dit, c'est la découverte de tout un corpus scientifique, celui du scientifique et militant,
celui du Black Feminism, donc du féminisme africain-américain, qui m'a finalement permis de voir qu'on pouvait traiter du politique autrement et qu'on pouvait rechercher le politique là où traditionnellement on n'avait pas l'habitude de le chercher. Donc c'est à la suite de féministes tels que notamment Daphne Duval Harrison, Patricia Hill Collins, Angela Davis et tant d'autres que je me suis moi-même intéressé d'abord au blues puis au rap. Donc l'idée c'était que la culture populaire est parfois le seul lieu dans lequel on peut rechercher la parole subalterne. C'est parfois le seul lieu qui est laissé aux subalternes pour exprimer un point de vue politique, même si on ne le considère pas toujours comme étant politique. Donc mon projet s'inscrit dans une double perspective, à la fois études culturelles, cultural studies, et études féministes ou études de genre. Donc je m'intéresse aux luttes qui se jouent au sein des industries culturelles, à la fois les luttes entre les différents acteurs, donc c'est les personnes qui tiennent les industries culturelles, mais aussi véritablement les acteurs et donc plutôt les actrices de la musique populaire. Je m'intéresse aussi aux luttes pour exister directement dans la culture populaire. Et donc notamment, ça passe par un retravail critique de James Scott et notamment des thèses qu'il développe dans La domination et les arts de la résistance. Je souhaite montrer que la culture populaire est un espace infrapolitique dans lequel les subalternes peuvent faire entendre leur voix. Donc il s'agissait aussi de répondre à finalement une critique bien connue qui est celle de la théoricienne des subaltern studies Gayathri Spivak, qui concluait un article célèbre en disant que la subalterne ne pouvait pas parler. La subalterne ne pouvait pas parler parce qu'elle n'était pas entendue. Justement, il me semblait que par la culture populaire, les subalternes, encore une fois, trouvaient une voix. Ils trouvaient une voix et, plus important encore, ils trouvaient de l'écoute. Donc j'essaie de penser la culture populaire comme un espace relativement démocratique. Un espace relativement démocratique, pourquoi? Tout simplement parce que les groupes dominés choisissent jusqu'à un certain point quels artistes ils ont envie d'entendre, quels artistes ils ont envie de mettre en avant, quels artistes ils ont envie d'écouter. Je dis jusqu'à un certain point parce que, bien entendu, il faut encore une fois prendre en considération les politiques des industries culturelles qui se caractérisent bien souvent par un sexisme et un racisme assez marqués. Ce que j'essaie de traiter notamment dans un certain nombre d'articles que j'ai pu écrire. Voilà. De même, il me paraît toujours indispensable de prendre en considération les dynamiques hégémoniques qui se jouent au sein des industries culturelles. Malgré cela, il demeure que la culture populaire s'apparente parfois, pour les groupes dominés, à une culture de survie. Une culture de survie, et là je reprends les termes du théoricien des Postcolonial Studies, Homi Bhabha, qui justement emploie ce terme pour dire aussi à quel point la culture populaire est importante pour les dominés. Dans ma thèse, donc, je pars d'un moment historique bien particulier, qui est la Grande Migration. La Grande Migration qui est un mouvement démographique d'une ampleur considérable aux États-Unis pour les Africains-Américains. Pour donner un ordre de grandeur, de 1910 à 1930, on estime que ce sont entre 1,6 et 2 millions d'Africains-Américains qui quittent le sud rural des États-Unis pour le nord industrialisé. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement va encore s'accélérer, puisque, vous vous en doutez, il y a un besoin de main-d'œuvre énorme. Donc, bien entendu, ceux à qui on va faire appel, ce sera essentiellement les Africains-Américains. Les Africains-Américains du Sud vont s'empresser de rejoindre ce qui leur est présenté comme un nouveau Jourdain. Ça leur est présenté comme un nouveau Jourdain à la fois par les industriels au Nord. Je pense à Henry Ford, par exemple, qui lance sa révolution du $5 a day. Donc, il promet que tous ses employés, tous ses ouvriers seront payés au moins $5 par jour, avec des horaires de travail qui sont aménagés. Mais les Africains américains du Sud étaient également sensibles à ce que leur vendait la bourgeoisie noire qui était déjà installée au Nord, notamment par le biais d'un journal qui s'appelait The Chicago Defender. Et donc, véritablement, ils vont nourrir des espoirs qui vont très rapidement être déçus. Ces espoirs vont très rapidement être déçus puisque, contrairement à ce que vendait la bourgeoisie noire, la dignité humaine n'était pas nécessairement plus respectée au Nord. Et contrairement à ce que chantait Coco Davenport dans une chanson de blues de 1929 qui s'appelle Jim Crow Blues, l'argent ne poussait pas sur les arbres. L'argent ne poussait pas sur les arbres et donc, bien entendu, il va y avoir une crise identitaire en réalité. Une crise identitaire puisque les migrants n'ont pas l'habitude de la ville. Ils découvrent la ville. Jusque-là, ils vivaient essentiellement dans des petites fermes ou dans des villes finalement qui sont isolées les unes des autres. Et ils découvrent la ville avec ce que Daphne Duval Harrison appelle l'étrangeté de la ville. Donc ils vont très vite être soumis à ces tentations avec l'alcoolisme, l'insalubrité, ce genre de choses. Et donc ils vont commencer à porter finalement le stigma du migrant. Ils vont porter le stigma du migrant, et y compris parmi la bourgeoisie noire, certaines voix vont se faire entendre pour dire que finalement les migrants jettent le discrédit sur la race, comme on peut le lire dans le Chicago Defender notamment. En perte de repère, les migrants vont chercher à se réapproprier, à importer
et à recréer leur tradition du Sud au Nord. Et quel meilleur ambassadeur pour cela que le blues? Le blues est un idiome musical qui ne connaît pas de tabou et qui se donne pour ambition, en tout cas à cette époque, de représenter la diversité du spectre des expériences liées à la Grande Migration. Donc ce n'est pas un hasard si le blues finalement commence à être enregistré et à être commercialisé dans les années 20 avec Mamie Smith et son Crazy Blues. C'est à la fois le déracinement, donc le mal du pays, et aussi l'intégration des Noirs au Fordisme qui a rendu techniquement possible et nécessaire finalement l'entrée des Africains-Américains dans la culture de masse américaine. Autre chose qu'on a oublié, c'est que les premières à enregistrer le blues, ce sont les femmes. On a l'image du chanteur de blues justement comme étant masculin, comme étant toujours masculin et rural, alors que dans ces premières années, le blues est bien plus féminin et urbain. Là encore, j'essaie dans ma thèse de m'intéresser justement aux raisons qui poussent à cette invisibilisation des femmes noires. Et donc j'essaie un peu, pour reprendre l'expression de Walter Benjamin, de brosser l'histoire à rebrousse-poil et de le faire du point de vue des femmes. C'était pour ça que j'avais nommé mon mémoire de Master 2, A Blues Her Story, justement, faire l'histoire du point de vue des femmes. En partant donc de ce moment particulier qui est l'entrée des Africains-Américains dans la culture de masse aux États-Unis, je m'intéresse aux redéfinitions des normes de la féminité racisée qu'on peut entendre, qui sont données à entendre et à voir dans cette musique. Les femmes noires musiciennes sont les premières femmes noires prolétaires à avoir pu exprimer leur point de vue et à avoir pu finalement laisser un héritage. Il y avait bien auparavant ce qu'on appelait des leaders of the race, donc des intellectuels noirs, mais en réalité c'était la plupart du temps des intellectuels de la bourgeoisie noire, qui finalement avaient honte d'une certaine façon de l'expérience des masses noires, ce qu'a très bien montré Angela Davis, mais aussi Patricia Hill Collins, Hazel Kirby et tant d'autres. Donc il y avait finalement un peu une honte, et certains intellectuels, là je reprends les termes de Angela Davis, vont se faire finalement les héros de la bourgeoisie noire. Il faut nuancer ça, il y a d'autres auteurs, par exemple dans la Harlem Renaissance, je pense à Zora Neale Hurston par exemple, qui vont bien plus mettre en avant les masses noires, mais malgré tout il y a une tendance très forte. Donc il me semble que c'est la première raison pour laquelle il est intéressant de s'intéresser au discours qui est développé dans le blues féminin de cette époque. Les chanteuses de blues épousent le point de vue des femmes noires migrantes, qui représentaient une minorité, puisque la migration, la grande migration, c'était un phénomène qui était avant tout genré. C'était surtout les hommes qui prenaient part à la grande migration. Donc c'est une autre raison de s'intéresser un peu à ce discours. Les protagonistes féminins qui sont mis en scène dans le blues sont des protagonistes puissants, qui parlent sans détour de sexualité, de lesbianisme. Donc on sort également de la matrice hétérosexuelle à une époque où c'était déjà tabou tout simplement de parler de sexualité. Elles parlent d'alcool, de prostitution, donc il n'y a véritablement rien de tabou. Il s'agit de rendre compte de la diversité des expériences. Le blues, c'est une musique qui se donne pour ambition de témoigner. Il y a véritablement cette ambition de témoigner, non de juger. Comme l'une des plus grandes chanteuses de blues de cette époque, Ida Cox, le chante, « White women don't have the blues », ce qu'on pourrait traduire de manière imparfaite par « celles qui n'ont pas froid aux yeux n'ont pas le blues, n'ont pas le cafard ». Et c'est pourquoi le blues féminin, depuis le travail pionnier de Daphne Duval Harrison, constitue un terrain d'investigation privilégié pour le black feminism. Pour ces auteurs, on ne peut pas comprendre véritablement la praxis féministe noire sans se rapporter à l'héritage qu'ont légué les chanteuses de blues. De la même manière que les chanteuses de blues, les rappeuses ont elles aussi, mais d'une autre manière, été invisibilisées. Pourquoi ? Parce que la plupart des discours sur la subculture rap mettent l'accent sur le sexisme dans cette musique, sur le sexisme, sur l'homophobie. Et s'il ne s'agit pas de nier une part de réalité, et même une grande part de réalité dans cette affirmation, il y a deux problèmes selon moi. La première, c'est que, tout d'abord, il faut considérer que le sexisme n'est pas l'apanage de la culture hip-hop. Ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante, mais elle est nécessaire. Le sexisme, on le retrouve dans l'ensemble de la société. On le retrouve dans l'ensemble de la société, et la culture populaire, elle n'est que très rarement l'initiatrice de discours. Bien plus, et c'est ce que montre Judith Butler, notamment dans Le pouvoir des mots, toute parole finalement s'appuie d'une certaine façon sur une citation. Donc on reproduit un discours qui a déjà eu lieu. La culture populaire parfois promeut des discours sexistes, en d'autres occasions elle peut les critiquer. Donc c'est la première chose à dire. La culture populaire, ça ne flotte pas dans l'air pur des idées, ce n'est pas libéré du sexisme, mais au contraire c'est toujours inscrit dans un contexte historique et matériel. Et puisqu'on retrouve du sexisme dans l'ensemble de la société, finalement, ce n'est pas si étonnant qu'on le retrouve dans l'ensemble de la culture hip-hop et dans l'ensemble de la culture populaire. La deuxième réponse qu'on peut faire, c'est qu'en faisant du rap une subculture qui serait univoquement sexiste,
finalement, on invisibilise les femmes noires. Où sont-elles? Où sont les rappeuses si on considère que le rap est uniquement sexiste? Depuis le tout début du rap, et là je pense par exemple à The Sequence qui est le premier groupe de rap entièrement féminin aux États-Unis et qui sort son premier album en 1979, il y a toujours eu des femmes dans la culture hip-hop qui ont critiqué de l'intérieur le sexisme. Toutes ne l'ont pas fait, mais il y en a quand même un certain nombre. On pourrait s'intéresser à beaucoup de rappeuses, mais dans ma thèse, je travaille notamment sur Nicki Minaj, sur Lil Kim, sur BWP, sur Queen Latifah, sur Yo-Yo, sur Boss, sur un certain nombre de rappeurs qui, chacune à leur manière, vont subvertir les normes dominantes de la féminité. Avec des choses qui feront plaisir à entendre ou pas, mais en tout cas, véritablement, il y a une subversion de la féminité dans les œuvres de ces rappeuses. Donc l'idée, c'est aussi qu'on peut trouver des personnages, en tout cas, forts. La culture populaire, ça permet de mettre en scène des personnages féminins forts avec qui on peut finalement s'identifier. Ce sont des personnages nécessaires pour un certain nombre de personnes qui se trouvent privées d'images capacitantes. Je n'ai pas le temps de développer plus en avant, mais véritablement, il me semble qu'il y a énormément de points communs entre le blues et le rap, même si c'est quelque chose qui a été un peu oublié. Cheryl Case, qui a écrit un des premiers ouvrages universitaires sur le rap, disait que les rappeuses étaient les filles du blues. Et si j'ai pris connaissance de ces propos un petit peu après mon entrée en thèse, finalement, ça m'a conforté dans l'idée qu'on pouvait rapprocher ces deux musiques. Pour terminer, peut-être une part importante de mes recherches concerne donc les processus de subjectivation dans la culture populaire et plus particulièrement dans les industries culturelles depuis les années 20. Comment est-ce que des femmes noires, prolétaires, et donc soumises à différents rapports de domination, multiples et imbriqués, donc c'est la question de l'intersectionnalité, comment est-ce que ces femmes arrivent à négocier leur identité au sein des industries culturelles et comment est-ce que les images qui sont mises en scène subvertissent ou au contraire réifient les normes de la féminité racisée? Quelle possibilité pour les femmes noires musiciennes de développer un discours qui ne rentre pas dans le cadre hégémonique? Vous le voyez, donc l'identité est un concept central dans mes recherches, à la fois l'identité et la culture, ce que Stuart Hall appelle l'identité culturelle, et c'est dans cette perspective notamment que je fais dialoguer trois auteurs qui sont Paul Gilroy, bien entendu, mais aussi Stuart Hall et Édouard Glissant, justement pour essayer de ne pas essentialiser à la fois l'identité et la culture et de penser toujours les multiples phénomènes de créolisation et d'hybridation qui se jouent au sein de la culture populaire. Et il me semble que la culture populaire des Africains-Américains est à ce titre exemplaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à Patrice Vermeuren et félicitations également à Juan Tata pour son prix. Je partirai du très beau livre qu'a écrit Antonia Garcia Castro, qui s'appelle Cedrón Tango y Quimera. Antonia Garcia Castro, qui est bien connue ici, et en particulier par Madame Gendron Vassalou, qui lui avait donné un prix de la chancellerie du rectorat de Paris pour sa thèse sur les disparus au Chili, et qui est aussi donc, la compagne de Juan Cedrón. En tout cas, Antonia Garcia Castro, dans ce livre, elle définit Juan Cedrón comme un chanteur, comme un guitariste et comme un compositeur qui a mis, dit-elle, en musique des poèmes non écrits pour être chantés. C'est-à-dire, dit-elle, qu'il a fait de la chanson. Sa biographie, elle est inextricablement mêlée à ce Quarteto Cedrón qui existe comme unité, mais aussi comme chimère, figure étrange et fabuleuse, à 4 têtes, 4 cœurs, 8 mains et 8 pieds. Et le livre d'Antonia Garcia Castro porte en exergue une citation de Shakespeare, qui est celle-ci. « Lire. Quoi ? Es-tu fou ? Un homme n'a pas besoin de ses yeux pour voir comment va le monde. Regarde avec tes oreilles. » Juan Cedrón est donc défini comme, premièrement, ayant mis en musique des poèmes non écrits pour être chantés, et puis, deuxièmement, comme regardant le monde avec ses oreilles. Il est né le 28 juin 1939 à Buenos Aires, dans le quartier de Núñez, deuxième d'une famille de 6 enfants. Il s'installe ensuite à Mar del Plata, et c'est son grand-père qui l'a appelé Tata. Tata parce qu'il parlait avec des T. Les gamins de Núñez lui donnaient des sous pour dire des gros mots. Tate-terre, toutre. Tout ce qui vient ensuite, à partir de 15 ans, c'est la musique et la poésie, avec comme origine réelle ou mythique le sous-sol du bar Le Gotan, rue Talcahuano à Buenos Aires, c'est-à-dire le Gotan tango à l'envers,
en 1965, et puis l'atelier Garibaldi à la Bocca, où son frère fait de la peinture, où il répète et il joue, où se tiennent aussi des réunions syndicales, et le trio qu'il forme avec César Strochio et Miguel Prano, le premier enregistrement Madrugada et El Último Organito sur un poème de Juan Gelman. Donc d'un côté, il a composé non seulement une musique, mais aussi un texte, et de l'autre côté, il a pris un poème de Juan Gelman. Et il y aura toujours ça dans toute l'œuvre de Juan Cedrón. Ensuite, il y aura l'exil en France, parce que la prise du pouvoir de Onganía en 1966 rend la vie insupportable et que la police fait tous les jours une descente à l'atelier Cedrón. Il restera 30 ans en France pour ne rentrer en Argentine qu'en 2004. Donc, rien n'est évident pour situer Juan Cedrón dans la taxinomie convenue. Du tango, Juan dit qu'il est une façon de penser la vie des Argentins, surtout des gens de la ville, avec sa philosophie et ses concepts, l'envie, l'amitié, l'amour, la rancœur, la douleur, l'astuce, le vol, l'arnaque. Tout est dans le tango. Mais en même temps, Juan Cedrón revendique de faire tout autre chose que du tango, avec une attention portée à nul autre pareil, et à nul autre pareil dans le domaine du tango, au texte et au son. Il peut prendre part aussi à une activité politique de soutien ou de dénonciation, mais sa chanson n'est pas du tout de l'ordre de la chanson militante ou engagée. Jamais, écrit Antonia García Castro, la politique ne s'est imposée à la poétique, même si l'ombre des amis disparus ou assassinés pendant la dictature militaire hante les cantates, les fameuses cantates comme le chant du coq et comme Chance. En 1973, en 1977. Je cite, « L'anthologie poétique du Quarteto Cedrón serait effectivement une histoire chantée, fantastique et en même temps rigoureusement vraie. Vision de notre XXe siècle en vers, en notes, en rêves et en cauchemars », écrit donc encore Antonia. Et donc c'est ainsi peut-être que l'on peut comprendre comme un destin la cérémonie de ce soir où il lui est attribué donc le prix Édouard Glissant. Glissant, c'est le poète de l'antillanité, donné comme un vœu. C'est aussi le poète de la créolisation, en tant que, comme le dit Glissant lui-même, elle est un mouvement perpétuel d'impénétrabilité culturelle et linguistique qui fait qu'on ne débouche pas sur une définition de l'être. Il est aussi donc le poète du tout-monde, affirmation de la pensée-monde, sous condition de l'acceptation par l'imaginaire des humanités que la totalité-monde est un rhizome dans lequel toutes les cultures ont besoin de toutes les cultures. Et surtout, comme on le disait encore dans un hommage à Édouard Glissant à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, comme le disait Edwy Plenel, dans cet hommage organisé par Nelson Vallejo, le présupposé du poète-philosophe de la relation, Édouard Glissant, c'est l'égalité. Et donc on pourrait voir chez Juan Cedrón la même passion pour la communauté des égaux. À propos de ces années françaises, Juan Cedrón dit « Le plus important est que la France nous a donné un espace où nous avons pu continuer à créer avec tout ce que la culture française suppose comme mélange, comme métissage. » Je cite une dernière fois Antonia García Castro, « Toute l'œuvre du Quarteto Cedrón peut être envisagée comme un pont tendu entre les cultures. Culture rurale et culture urbaine de l'Argentine, entre culture latino-américaine et culture européenne. C'est ainsi que Juan Cedrón entend prêter sa voix et c'est ainsi que cette œuvre fait une place à Bertolt Brecht et dans le même temps au plus anonyme des artisans mayas. C'est dans ce pari sur un dialogue possible entre des hommes habités par leur terre que l'œuvre de Juan Cedrón peut rencontrer celle d'Édouard Glissant. Et Antonia, à qui on doit donc ces lignes, cite à la fin de son livre ce couplet écrit par une femme qui se nomme Balvina Ramos. Donc nous sommes au bar Le Citoyen à Mar del Plata en février 2009 et cette femme écrit sur un bout de papier, sur la nappe, ces 5 vers. « Hier soir au Citoyen, sous un saule pleureur, j'ai vu pleurer une guitare, un homme la consolait et c'était Tata Cedrón. » Sans nul doute, Édouard Glissant aurait aimé savoir que le prix qui porte son nom revienne aujourd'hui à Juan Cedrón.
Bon, là, c'est la parole à M. Cédron. La parole, l'espace, les sons, c'est à lui de s'exprimer comme il trouvera pertinent. Ah, voilà, c'est bien organisé. Bon, rien, merci à tous. Laissez-moi respirer un peu, je craque parfois. Mais je crois que c'est très important pour le travail que nous avons fait avec le quartetto, 50 ans de boulot. Ici, il y a la fille de Marie Mata qui nous a reçus quand on est arrivé dans les 72. Voilà, il nous disait, soyez intelligents, parlez bien, expliquez bien vos problèmes politiques pour convaincre les Français, pour vous aider, Madame Marie Mata. Voilà, ça. Et nous, disons, le quartetto Cédron, ça veut dire verben en espagnol, c'est comme la fusion de verben, et c'est très, très commun. Il y a des tangos, des chansons pleines de Cédron. Et alors les journalistes disaient Cédron, et alors ils arrêtaient Cédron. En réalité, on était toujours en groupe, on était toujours ensemble, on n'a jamais travaillé tout seul. C'était un duo, un trio, un quartetto. D'abord, c'était avec Estrosio, Miguel Praino, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui habite ici en France, parce qu'il y a des enfants, des petits-enfants, et c'est l'unique rapport de famille qu'ils ont, ces enfants, et ses petits-enfants, c'est lui. Sa femme vient de mourir. Bon, il y a mon fils Roman Cédron, qui était 35 ans au quartetto en tant que contrebassiste. Il y a Daniel Cabrera, qui est bandoneon uruguayen aussi, une vie d'exilé, professeur à l'université d'histoire, un grand professeur, qui est présent ici dans la salle. Voilà, bandoneon uruguayen, 25 ans. Et il y a aussi un autre bandoneoniste à Buenos Aires, qui est avec moi, un enfant. Et voilà, mon fils Emilio. Il y a toujours beaucoup de gens aux côtés du quartetto pour travailler ensemble. Et j'avais un frère, architecte, mort, ça fait 5-6 ans. Il disait que, pour expliquer comment il faisait des maisons sociales, il faisait des maisons sociales. Mais je les faisais avec les gens, toujours avec les gens. J'ai jamais travaillé tout seul, même je suis pas né seul, j'étais jamais avec mon frère. Comme ça, on n'est jamais seul. On a fait toutes les choses ensemble. Et ça, on l'a fait à Buenos Aires, dans des moments difficiles, et moments après, vous savez déjà, sur la date de ma naissance, c'était l'année 40, 39, pour être plus précis. Et alors j'ai pris les années 40, que c'était un paradis culturel en Argentine, extraordinaire, un paradis. Il y avait de la musique folklorique, du tango, de la salsa, du jazz, rock allemand, on écoutait Nat King Cole en espagnol. C'était un régal musical populaire d'une qualité énorme. Qualité. C'était populaire de grande qualité. Alors on a grandi avec ça. Et après les 55, il y a un coup d'État terrible, qu'on a pénétré avec la télévision, avec justement l'industrie de la culture, non, la culture industrielle, une politique qui maintenant se développe beaucoup. On fait des produits, maintenant c'est un produit, une chanson. Le temps des cerises, c'est un produit. Les feuilles mortes, c'est un produit. Il ne faut pas accepter tout cela. Bon, on a mené ce combat-là par rapport à la musique. On a toujours essayé de garder les côtés acoustiques en sachant qu'on peut apporter, même si on taquine l'électricité, parce qu'on peut rester collé parfois, les quartetto Cédron, si vous savez bien, pendant 30 ans, il a joué avec une basse électrique. Alors, dans tous les grands enregistrements du quartetto, il y a une basse électrique. C'est pas qu'on est contre l'électricité, mais pas l'invasion, pas la pensée unique, pas la mode économique qui va nous faire payer. Voilà. Ça, c'était notre combat. Et surtout, reprendre, après les années 60, la chute de la qualité poétique qu'il y avait en Argentine dans les tangos, des gens comme Homero Mansi, comme Cadícamo, comme Espósito, des grands poètes de tango. C'est pas c'est des philosophes.
C'est discepolo di, je recherche toujours dernièrement discepolo qui dit, je cherche une poitrine fraternelle pour mourir. Embrasser avec un frère, ça c'est la philosophie extraordinaire dans un tango. Il dit que le monde c'est une ordure, bon ça on le sait déjà, mais c'est une maldad insolente. Ils sont insolents, les gens qui viennent nous pousser à autre chose. Et c'est ça la guerre qu'on mène. On l'a menée avec la musique, et on l'a menée aussi avec notre lutte en tant que citoyen, parce qu'on avait besoin d'un ministre d'éducation pour nos enfants, pas qu'avec une casquette de militaire. Alors on s'est battu. C'est difficile parce qu'aujourd'hui on continue avec les mêmes problèmes et on les voit ici, on les voit ailleurs, on les voit partout, que c'est très difficile. Prendre les gâteaux, il y a plein de chats enragés, c'est très difficile de prendre les gâteaux. Et c'était difficile à l'époque. On apprend, mais nous à l'époque on avait 20 ans et on a voulu foncer et on a été disparu. C'est pas qu'on voulait jouer au cow-boy. On se battait contre les injustices. Et les quartettons ne faisaient pas de la politique avec les chansons, malgré qu'on a fait 2-3 chansons très fortes, comme le chant du coq, que c'était un massacre qu'il y a à Trelew, l'année 72, et on l'a chanté à Buenos Aires, l'année 72. On n'a pas attendu 100 ans pour la chanter. On l'a chanté là-bas, avec les militaires. Au milieu des militaires. Voilà. On faisait ça, mais on faisait à côté tout un travail politique de solidarité. Et en plus, quand on était obligé de sortir, on était arrivé en France, justement chez ta mère, et on a fait un travail pendant 10 ans de solidarité très profonde qu'on a laissé tomber, si vous voulez. Et heureusement qu'en France, on a eu la possibilité d'avoir eu Malraux avec ses maisons de la culture, et on pourrait jouer sans trop chercher du boulot. Alors le boulot, il venait tout seul, et nous, on continuait à le faire chier, pardon, avec l'expression, aux militaires argentins. Alors, c'est un petit peu me retrouver avec cette dimension dans le même esprit de défense d'une langue, de défense d'une culture, de défense de vouloir continuer à être soi-même. C'est pour moi un des cadeaux les plus hermosos, je le dirais en espagnol, qui m'a touché beaucoup. Merci. ¿Está bien? Bon, en lisant un petit peu les poèmes de notre cher Édouard Glissant, et j'ai musicalisé une chanson avec un rythme de milonga. Vous le connaissez peut-être. Youpaki faisait ça, la milonga, c'est un mot africain, ça veut dire parole, je crois, ou longa. Les candombes, que aussi on les joue en Argentine, c'est aussi africain. Les mots tango, ça vient aussi de la langue africaine. Alors notre musique à nous, c'était touché, comme des Carpentier, avec la baguette magique des Africains, qui transformaient la musique, toutes les musiques, d'une façon extraordinaire. Toute l'Amérique latine, c'est pas seulement l'Amérique du Nord, c'est jusqu'en bas, il y en a les Africains. Et au Pérou, il y a les cajons fameux, c'était les Africains. Oh, chantaient comme ça, avec une voix, avec Chabuca Grande. Bon, il y a les Brésiliens, et il y a les Centro-Américains, tous les Cubains, et les tangos aussi, les Guarians, qui continuent à faire des candombes aujourd'hui extraordinaires, les peuples de l'Uruguay. Alors avec une milonga qu'on utilisait pour la campagne pour Paquetán. Et une africaine commence à danser. Voilà. C'est le rythme qu'on appelle 3-3-2, qui est presque dans toutes les musiques de l'Amérique du Sud. Alors un petit milonga. Antel. Il se dit à peine que déjà mourir, ce n'est rien fini. Il se dit à peine que déjà mourir, ce n'est rien fini. La 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 la,
la rai la rai la 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 rai la li la rai li la rai la rai la la la. Il s'est dit voilà, je suis de la proie qui calme les bêtes. Il s'est dit voilà, je suis de la proie qui calme les bêtes. La 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 la, la 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 la, la la la. Il s'est dit surtout, je suis cet engrais qu'il faut pour après. Il se dit tout, je suis cet engrais qu'il faut pour après. La 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 la. Il se dit surtout, je suis cet engrais qu'il faut pour après. Je vais faire un poème de ma sœur. On était 6 frères. Et il y a trois frères à moi qui sont morts. Il y a ma sœur la plus petite, Rosita, 5 frères garçons, et la fille la plus petite, Rosa. J'ai 10 ans de différence avec elle. Et quand on habitait Buenos Aires, j'avais 12 ans. On était déménagés à la campagne, à Mar del Plata, Camé. Et il y avait les vaches, les cochons, tous les paysans, il n'y avait pas d'électricité, de la boue. On dressait les petits terneros, et on les prenait de la queue, et on sautait sur la terre travailler. On allait chercher des lièvres pour vendre les cuirs, pour faire de l'argent, pour aller à l'école. Et voilà, on était très heureux. Et dernièrement, j'ai commencé à ramasser les poèmes de ma soeur pour les éditer. Et j'ai regardé un poème, j'ai dit, mais comment? J'avais 12 ans, elle avait 2 ans, elle a raconté des histoires dès qu'on a vécu dans cet endroit extraordinaire. Et comment cette fillette, là, de 2 à 8 ans, elle a pu écrire ça. Voilà. La de ma cause, tu veux la lire, s'il te plaît? Les autres causes. Les matins givrés, les mains glacées, la gelée qui se dissipe sur la terre travaillée, la lune de Camay à l'horizon, la nuit noire au-dessus des pins, les lucioles, les étés. La petite lampe accrochée au pommier, la table dehors tous les dimanches, la bougie, la rosée et l'orge, l'eau froide de la pompe, les 1000 couteaux qui percent l'aube, l'ange de la nuit se réveille, le vin du Bougna qui l'enivre, la célèbre clôture des Aterneaux, l'enfance aux 1000 étoiles, les frères et sœurs, la beauté que seuls les enfants niais peuvent voir, le crépuscule rouge, Georges. Toutes ces causes ont été nécessaires pour qu'aujourd'hui, la lune et la poésie soient sœurs dans le mystère. Le mystère est une rédemption. Les matins givrés, les mains glacées. Rosa Cedrone. La mañana con escarcha, las manos frías, la helada levantándose de la tierra, la luna de Camé, el horizonte, la negra noche sobre aquellos pinos, las luciérnagas, los veranos, el sol de noche colgando en el manzano. La mesa fuera los domingos, la avena, el rocío y la cebada, el frío aquel del agua de la bomba, los 1000 cuchillos agujereando el alba. El ángel de la noche se despierta, el vino derretido que lo embriaga. La, 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 la.
la célebre tranquera de los Artenau, la infancia de las miles tareas, los hermanos, la belleza que solo ven los niños sonsos, las verbenas rojas, Jorge. Todas esas causas fueron necesarias para que hoy la luna y la poesía sean hermanas en misterio. El misterio redime las mañanas con escarcha, las manos frías. ¿Una más? Sí. Sobre una poesía de un querido amigo de Julio Cortázar, que era un dulce, un bondadoso, un hombre solidario, con mucho humor, muchísimo humor. Canción sin verano. Ya no hay verano en mi tierra de solo nostalgia de lo que se fue, muerta las manos, callada la voz de los amigos que el odio destruyó. Lejos, tan lejos, mi claro país, sol de ceniza, luna tan gris. ¿Dónde estará la verdad de la luz? ¿Dónde el verano con su cielo azul? Ya no hay sonrisa, caricia de amor. Están de noche para mi corazón, lejos, tan lejos, mi claro país. Sin un verano, sin un camino. Yo sé que un día el trigal se alzará sobre la pampa de la libertad. Sé que entonces iremos al sur y esta guitarra se llenará de luz. Lejos, tan lejos, mi claro país. Ser tan cerca siempre de mí.